Vincent Heribaren, bonjour. Vous êtes maître de conférence au King's College à Londres. Vous êtes enseignant en histoire de l'Afrique. Vous avez un terrain de recherche qui est le Borno, cette région du nord-est du Nigeria qui s'est plutôt fait connaître malheureusement dans les médias par les attentats ou les violences commises par la secte djihadiste Boko Haram. Mais votre dernier ouvrage, Un manquillier au Nigeria, propose de revisiter cette région et de donner une autre lecture à travers notamment les témoignages des gens que vous avez rencontrés sur place. Bonjour Pascal Hérault, merci pour votre invitation. Oui, je cherchais à donner une autre image de cette région grâce à ce livre. Au lieu de parler de guerre et de Boko Haram, je voulais parler de l'histoire, d'une très longue histoire du nord-est du Nigeria. D'accord. Une longue histoire, une histoire coloniale aussi. Oui, aussi, évidemment, je parle de la colonisation britannique depuis le début du XXe siècle, les effets qu'elle a eu du point de vue de l'éducation, par exemple, mais aussi du traitement des religions dans le nord du Nigeria, donc le traitement de l'islam en particulier, et l'impact que ça peut avoir encore aujourd'hui. Et puis depuis l'indépendance, une cohabitation aussi entre un pouvoir politique qui va chercher à s'allier des chefs traditionnels, enfin des rois comme vous les appelez, le Chéhou. Vous racontez notamment un épisode où vous allez à la rencontre de ce chef traditionnel, des chefs traditionnels qui, selon les pouvoirs, peuvent être exclus du processus ou amadoués. Exactement ça, au Nigeria, il y a une sorte de discussion depuis l'indépendance, à savoir comment intégrer ou pas ces rois dans le jeu politique du pays. Donc des constitutions leur ont plus ou moins donné du pouvoir. En l'état actuel des choses, ce chef en question, qui s'appelle le Chéhou du Borno, est le descendant de la troisième dynastie du Kanem Borno. Donc voilà, ils sont là depuis le 19e siècle. Et cette dynastie des Kanemi n'a officiellement pas de pouvoir aujourd'hui, en 2019, au Nigeria. En revanche, ils ont un pouvoir moral sur les gens autour d'eux, dans la région. Ils peuvent déclarer le début du Ramadan, par exemple, mais ils sont aussi les gens qui peuvent reconnaître l'autorité de la milice qui se bat contre Boko Haram. Est-ce que les jeunes les écoutent encore, ces rois ou ces chefs traditionnels? On a vu dans un certain nombre de pays des remises en cause de ces autorités morales. Et c'est exactement d'ailleurs l'un des combats de gens qui se battent contre l'autorité traditionnelle, de dire que pourquoi obéir à des gens qui ont hérité leur pouvoir, une aristocratie qui est là donc depuis 200 ans dans ce cas-ci, alors qu'on pourrait avoir une société plus égalitaire. Et d'ailleurs, c'est l'un des ressorts de Boko Haram, cette idée de mettre à plat la société, de faire en sorte que les anciennes hiérarchies disparaissent. Et on comprend pourquoi certaines personnes étaient attirées par ce discours. Autre passage très intéressant dans votre ouvrage, c'est quand vous parlez d'une rencontre avec votre petite amie, entre guillemets, de 75 ans, une femme qui va vous décrire un peu son quotidien, son combat, et on retrouve les différentes influences. L'influence occidentale, elle va se maquiller pour vous recevoir dans une région où on a tendance à être un peu sous le joug de l'extrémisme religieux. Exactement, elle me décrivait sa jeunesse dans les années 30-40 dans la ville de Dikwa, qui est dans le nord-est du Nigeria, pas loin de la frontière avec le Tchad, non plus et aussi du Cameroun. Et on voit bien qu'elle a grandi dans cette double influence, colonisation britannique. On voit donc l'école britannique, mais aussi on parle aussi de l'histoire des Kanouris, les gens le groupe, la communauté qui habite sur place, les Kanouris. Et on voit bien comment des influences ont été mélangées. Elle-même me parlait de comment petit à petit sa vie a changé au fil des années dans la région. On me disait comme quoi avant les femmes avaient le droit de s'habiller de telle façon, mais aussi de se coiffer d'une telle façon selon leur statut marital, selon leur âge. Et elle-même a vu la société changer au fur et à mesure, et comme quoi le voile islamique s'est imposé, un voile qui existait déjà auparavant, mais qui est plutôt une sorte de châle, vous voyez. Donc un changement de la société au fil des 40 dernières années. Les femmes ne sont-elles pas oui, et les jeunes filles, les grandes oubliées du système éducatif nigérian? Clairement, on a une statistique assez épouvantable dans la région qui est que 10% des femmes savent lire et écrire, que ce soit en anglais, en langue vernaculaire, qui peut être le kanuri dans la région, ou le haoussa, ou bien en arabe. Donc avec ces trois facteurs, on arrive quand même à obtenir que simplement 10%. Donc on sait très bien que c'est très difficile de parler à des femmes dans la région. La présidentielle se tient ce week-end au Nigeria. Est-ce que c'est un enjeu pour les deux candidats, enfin les deux principaux candidats, l'enjeu éducatif? Clairement, pour les deux candidats qui viennent tous les deux du nord du pays, l'enjeu est de faire en sorte que toutes les personnes qui habitent dans le nord aient accès à l'éducation, parce qu'il existe quand même une énorme différence entre le nord du pays et le sud du pays en la matière. L'un des candidats, qui s'appelle Atiku Abubakar, a lui-même fondé une université sur le modèle américain dans son état d'origine, dans le nord du pays, qui s'appelle l'Adamawa.
Pour revenir à Boko Haram, vous considérez que les Occidentaux ont une lecture un peu biaisée ou une vision un peu manichéenne des violences dans la région. Les responsabilités sont partagées. Exactement, aujourd'hui on pense à Boko Haram comme des terroristes, on les relie à l'État islamique, on fait une sorte de carte gigantesque, on relie des points qui n'ont pas forcément le lieu d'être reliés. Boko Haram, souvent, en fait, ce n'est qu'un conflit local. Au nord du Cameroun, c'est souvent des coupeurs de route qui sont transformés en combattants de Boko Haram. Au Nigeria, c'est souvent des gens qui étaient attirés par leur discours plus ou moins égalitaire, même si c'est un argument de vente pour Boko Haram évidemment. Un exemple particulier, c'est que les gens qui rejoignent Boko Haram n'ont pas à payer d'argent pour avoir le droit de se marier. Donc ils n'ont pas versé de dot pour se marier par exemple. C'est un argument donc eux peuvent se marier et devenir adultes, parce que c'est l'idée aussi d'avoir des enfants, de devenir adultes. Avoir un statut social. Exactement, l'homme marié a un statut social. Donc c'est l'idée qu'en quelque sorte il y a une sorte de message social de Boko Haram, parce que l'État de Nigeria, comme le colonisateur britannique, ne sont jamais occupés de cette région. Il y a une négligence totale de la région, une pauvreté abjecte dans les rues de Maïdougouri. Oui, vous décrivez la situation économique, elle est déplorable. Un peu de commerce de peau, quelques activités agricoles, mais pas grand-chose. Exactement, c'est une région qui est très appauvrie. On peut parler de la très longue histoire du royaume qui était très riche au XVIe siècle, c'est vrai, mais aujourd'hui ce n'est plus rien, on ne voit plus rien. On parle de pauvreté, de gens qui sont prêts à rejoindre les rangs de telle faction parce qu'ils leur promettent un peu quelque chose de mieux dans la région, ce qui explique pourquoi certains ont choisi de rejoindre Boko Haram. Et en filigrane, à travers les pages aussi, on voit la résistance des populations, la résistance des médias, notamment des journalistes qui décident de couvrir les événements de la région au péril de leur vie. Exactement, dans ce livre, je parle d'un journaliste qui s'appelle Boulama Yerima, qui lui parle tous les jours à la radio locale, en kanuri, donc la langue locale, et qui égrène au fur et à mesure, au fil des années, toutes les atrocités commises par Boko Haram, mais aussi les attaques menées par l'armée dans la région. Et lui-même, on le voit qu'il est personnellement menacé. Sa femme a reçu dans une enveloppe une page d'une Bible avec un trou avec une balle dedans, et on voit bien qu'il est vu comme un traître. Donc on comprend bien que dans la région, il y a un climat qui correspondrait à celui peut-être d'une guerre civile. Avec cette résistance aussi des populations, vous citez aussi cette Civilian Joint Task Force, qui est une milice locale de gens qui s'organisent pour faire du renseignement, notamment, et pour contrer la menace. Exactement. Alors, on a une milice qui contiendrait 28 000 personnes dans tout l'état du Borno. Le chiffre est invérifiable, comme d'habitude au Nigeria, mais l'idée donc de faire du renseignement avec des enfants, avec des jeunes femmes, mais aussi d'avoir des hommes qui se battent avec des bâtons, on parle de bâtons, mais aussi d'autres hommes qui se battent avec des armes. Et c'est là que ça devient problématique, puisque ces hommes ne sont pas forcément formés à utiliser des armes, ne dépendent d'aucune autorité. Alors certains reconnaissent l'autorité. Ils ont un lien avec quand même l'armée ou Alors voilà, certains sont formés par l'armée ou par la police, reçoivent de l'argent de l'État, mais bon, on voit bien que c'est une tentative de contrôle a posteriori et non pas au départ. Donc c'était très dangereux en sens où on ne sait pas ce que cette milice va devenir après Boko Haram. Phénomènes similaires qu'on retrouve au Mali, au Burkina Faso, avec l'école Ouédogo, où les États qui sont défaillants ont plutôt tendance à se tourner vers ces milices pour assurer le service qu'elles devraient prodiguer en matière de sécurisation des populations. Exactement, en termes de police, d'habitude, c'est les anciens chasseurs qui se transforment en milices. Dozo notamment. Exactement. En l'occurrence, il y a des chasseurs sur place, mais c'est plutôt une milice un peu différente qui a vu le jour, avec de l'argent dont on ne connaît pas très bien la provenance toujours. Dans cette région, en proie à des difficultés économiques et à une menace sécuritaire, il y a quand même un formidable havre de paix, de réflexion, de prospective. J'ai beaucoup de chance de travailler avec des universitaires de l'université de Maïdougouri. Maïdougouri est la capitale de l'état du Borno, dans lequel on trouve Boko Haram aujourd'hui. L'université est entourée de murs, de murailles, et même d'un fossé pour empêcher les gens d'attaquer l'université. L'université, les gens qui rentrent dedans sont fouillés, donc parce qu'ils ont très peur d'attentats à la bombe sur place. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de tout le Nigeria. C'est une université fédérale avec des frais d'inscription réduits par rapport au reste du pays pour motiver les inscriptions sur place. Et grâce à eux, sans eux, on ne pourrait pas faire de recherche aujourd'hui. On ne comprendrait plus comment se passe Boko Haram aujourd'hui. Et sans eux, je pense qu'il n'y aurait plus aujourd'hui la ville de Maïdougouri. C'est une sorte de rempart contre cet obscurantisme. Oui, parce que beaucoup, vous dites, ont cet espoir. Et il y a toujours ces débats avec des gens qui se battent pour reconquérir des droits. Ça se voit notamment sur les débats sur le voile ou l'application de la charia. Exactement. L'État du Borno, qui est dans le nord du Nigeria, a adopté la charia au début du XXe siècle, comme beaucoup d'États du nord du Nigeria. Mais dans l'État du Borno, on a toujours dit qu'elle était
plus ou moins bien appliquée. Ce qui est d'ailleurs l'un des arguments de Boko Haram, de dire que nous, Boko Haram, nous voulons bien appliquer la charia. Alors que sur place, il y a quand même la charia, des gens il interdit par exemple de boire en public, la musique est interdite officiellement dans les lieux publics, et ainsi de suite. Donc il y a une sorte de combat entre deux formes d'application de la charia sur place, des combats donc, de musulmans entre eux, qui discutent donc, de comment bien appliquer la charia, mais aussi une lutte contre l'État nigérian qui est vu comme un État laïque, mais qui est vu par des gens sur place comme un État chrétien qui va imposer sa conception de la politique dans la région. Donc des combats contre des musulmans, mais aussi contre l'État nigérian. Un État fédéral, rappelons-le, qui verra la présidentielle se tenir ce week-end. Vincent Iribarren, merci beaucoup. Merci beaucoup.